Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce magazine kiosque de ce lundi. Bon début de semaine à tous. Nous sommes aujourd'hui le 24 avril. Le 24 avril marque la démocratisation en République démocratique du Congo avec la célèbre phrase du maréchal Comprenez mon émotion. C'est le 24 avril 1990 que le maréchal Mobutu avait déclaré le multipartisme en République démocratique du Congo. Y a-t-il l'évolution où nous avons régressé en République démocratique du Congo? Analyse et commentaires, ce sera avec nos invités dans ce plateau de kiosque. On va parler élection également avec la Commission électorale nationale indépendante qui organise des journées ouvertes pour le responsable des partis politiques afin d'assister au travail de la centrale électorale. C'est donc demain que les journées portes ouvertes seront organisées au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Alors nous allons revenir sur la conférence de presse animée à Goma au quartier général de la force régionale de l'EAC par le commandant de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Il s'est dit prêt à payer de sa vie pour que la paix revienne en République démocratique du Congo en cas de nécessité. Je cite, s'il faut mourir pour que la paix revienne en RDC, s'il faut verser de mon sang et celui de mon adjoint Emmanuel Kapota, je suis prêt à me sacrifier, a déclaré le général Jeff Niaga. Analyse et commentaires, c'est donc qui sera également la dernière sortie médiatique du jeune frère de l'ancien président Joseph Kabila, Zoé Kabila, qui a critiqué l'actuel régime sur son compte Twitter et justifie le manque de décollage de la RDC par l'insouciance des dirigeants. L'ancien gouverneur du Tanganyika estime qu'il ne faut rien attendre de leaders inconscients et inconstante pour la survie de la nation. Voilà, ce sont là les grandes lignes de ce magazine kiosque, le grand sujet que nous allons débattre, analyser avec nos invités. Nous allons lire quelques titres de journaux. L'agence Presse ACP a titré « Les présumés assassins des experts onusiens au Kasaï central passent aux aveux ». Et puis un autre journal, c'est Les Potentiels. Le gouvernement rassure, le budget 2023 est bel et bien réaliste. Un autre sujet, un autre journal, c'est le site Média Congo qui écrit qu'il y a seulement prévu le 22 avril courant la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, la plateforme politique chère au président de la République, et on renvoyé au 29 avril 2023 au stade de Martyrs. C'est ce qui écrit donc Média Congo, et nous avons lu quelques sites ce matin, notamment sur cette point CD qui relaie le propos de Jean-Claude Mouyambo qui regrette la dégradation de la situation sociale constatée depuis quelques mois sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà, ce sont là les grandes lignes de la presse que nous avons retenu pour vous ce matin. Nous avons deux invités. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour Walter, bonjour à tous les éditeurs et aussi tous les téléspectateurs de CCTV. Nous sommes là pour vous servir. Alors vous avez déjà présenté votre co-débatteur. Il s'agit bel et bien de Walter Kouy. Bonjour Walter. Bonjour madame Gisèle, bonjour monsieur Joseph Kongolo que je rencontre encore plus de 2 semaines après sur ce même plateau. Merci pour l'invitation et mes salutations aux téléspectateurs de CCTV et puis Radio Liberté Kinshasa. Et je retiens que vous n'avez pas votre chapeau aujourd'hui. Non, non, non. Les gens sont habitués avec ça. Aujourd'hui, je voulais être un peu plus relax par rapport à mon accoutrement habituel. Voilà, c'est le début de la semaine. Alors, on va commencer par le 24 avril 2023 aujourd'hui. C'est en 1990 que le maréchal Mobutu a déclaré, tu veux dire ça, le multipartisme. Il n'y avait plus les impairs, parti État. Il y a eu l'ouverture à d'autres partis politiques. Alors, monsieur Joseph Kongo, la première question, 24 avril, combien d'années après? 33 ans 23 ans. 23 ans après, voilà. 23 ans après. 33 ans, oui. 33 ans après, 33. monsieur Joseph Kongolo, on peut dire qu'il y a évolution, on peut dire qu'on est satisfait de ce multipartisme par rapport à l'évolution du pays. Bien, merci beaucoup pour cette question, madame. Je crois que c'est une des questions qui a fait pratiquement l'objet de mon travail de fin d'études en 92. 92, je crois, quelques 3 ans, 2-3 ans après l'ouverture politique. Donc, le 24 avril, c'est une date très historique pour notre pays. Notre pays, parce que c'était la fin d'un monde.
c'était la fin du monde. Nous avons évolué dans un système dictatorial, l'une des grandes dictatures, n'est-ce pas, en Afrique, et aussi du XXe siècle. Alors, le 24 avril, suite à la pression d'abord de la communauté internationale, avec l'ouverture de toutes ces conférences nationales qui ont commencé dans les pays de la France-Afrique, si vous voulez, et puis toutes ces pressions internationales, et à l'intérieur, il y avait encore des pressions très fortes, avec comme parti politique phare de ce moment-là, c'était l'UDPS. Donc finalement, après plusieurs résistances, Mobutu finira par céder. Il va céder tout en ne lâchant pas. Il va céder, mais il n'a pas lâché. Tout simplement, il a cédé, il a libéralisé pratiquement la vie politique en République démocratique du Congo. Je crois que c'est déjà une victoire. C'était déjà une victoire parce que, au vu de la violence qui a accompagné ces dictatures, faire ce qu'il a fait en avril 1990, pratiquement, c'était une victoire pour le peuple, une victoire aussi pour l'Afrique, voyez-vous. Donc, il faut signaler que parmi les grands événements aussi de ce XXe siècle, il faut citer aussi la fin des dictatures en Afrique. La fin des grandes dictatures en Afrique, ça c'est un événement qu'il faut placer pratiquement dans le siècle précédent. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que 33 ans après, on peut dire que voilà, il fallait le faire, qu'il fallait le multipartisme, on a gagné, qu'est-ce que la RDC a gagné avec ce multipartisme? Bien, madame, le pays a gagné. Il a beaucoup gagné d'ailleurs. Il a beaucoup gagné parce que la France, un exemple, pour essayer un peu de placer les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent, la France a fait sa révolution en 1789, vous le savez, et vers 1893, la France n'était pas toujours démocratique. Voyez-vous? Ça veut dire les Robespierre, les Marat et tous ceux qui ont initié cette révolution française, ils ont été engloutis par ce changement-là. Tous sont morts avant que la France ne connaisse la démocratie qu'ils ont réclamée en faisant la révolution. Ça veut dire que les changements politiques, n'est-ce pas, dans une société donnée, ne sont pas... il faut compter sur le temps. Ça compte avec le temps, ça c'est la première chose. Deuxièmement, ce sont les porteurs de ce changement. Est-ce qu'ils ont continué à garder l'idée force, n'est-ce pas, qui a amené au changement? Alors si cette idée force est battue en brèche, si cette idée force n'a plus de tenants, tout simplement, c'est une révolution qui est vouée, n'est-ce pas, à l'échec. Et regardez le temps que la France a fait de 1789, n'est-ce pas? Nous sommes allés jusqu'à 18, vers à peu près dans les 20-30 ans. La France n'était pas toujours une France démocratique. N'est-ce pas que les porteurs de la révolution ont voulu? C'est longtemps après, j'insiste, c'est longtemps après. Vous voulez dire quoi? La RDC n'est pas Ça veut encore dire démocratique? que le RDC est dans une voie normale de changement politique. 33 ans après. 33 ans, ça ne représente rien dans le changement, n'est-ce pas, des mentalités dans le changement politique, n'est-ce pas, dans le régime, ça ne représente rien, à moins que ça soit une dictature. Parce qu'une dictature impose aux gens les comportements, les attitudes, les réactions et les actions. Ce qui n'est pas le cas, n'est-ce pas, un changement vers la démocratie, vers le libéralisme politique, eh bien, on ne contraint plus les gens à faire ce que le régime veut, mais on voudrait plutôt convaincre les gens à faire des bonnes choses, tout simplement. Or, la voie de la conviction, c'est une voie qui est très lente. Et moi, je dis que de 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a des changements positifs, mais qui sont lents. On n'a pas encore atteint vraiment. Non, on n'atteindra jamais, madame, on n'atteindra jamais l'objectif d'une démocratie parfaite. La France aujourd'hui fait un effort pour être une démocratie parfaite, pour conserver cette démocratie, de la même manière que les États-Unis et tous les autres États. Voyez-vous? Mais il y a un seuil. Il y a un seuil à partir duquel on sait voir que c'est un État qui est assis démocratiquement ou un État qui a connu ce qu'on appelle le développement Que nous politique. n'avons pas encore atteint. On n'a pas encore atteint, malheureusement. Alors, je veux revenir à vous, à Terre-Couille. 33 ans après, est-ce qu'on peut parler de la République démocratique du Congo réellement démocratique ou bien c'est une démocratie de façade? Non, pas démocratie de façade, c'est trop fort. Il y a beaucoup d'acquis, mais qui méritent d'être maintenus, pérennisés par aussi bien la population que les dirigeants. Parce que, comme le disait M. Joseph Kongolo, c'était une longue lutte qui date des indépendances.
Au début, quand on organise les premières élections, effectivement, il y avait multipartisme. Parce que le MNC, l'ABACO, le PSA, je crois, de Gizenga et tous les autres partis étaient allés aux élections qui étaient multipartites plutôt. Mais c'est quand Mobutu fait le coup d'État qu'il impose la dictature avec le parti unique, le MPR, qui aujourd'hui a encore ses cadres vivants et servant dans les institutions. Donc ce sont des acquis, mais la lutte ou le déclenchement ou la relibéralisation de l'espace politique de 1994 mérite d'être maintenu, célébré, que chaque acteur, à quelque niveau que ce soit, fasse le nécessaire pour que l'élan puisse continuer. Parce qu'aujourd'hui, personne ne pourra dire que nous sommes encore sous la dictature. Si aujourd'hui on peut se retrouver ici en train d'échanger, avoir même des avis contraires par rapport aux dirigeants, c'est quelque chose de louable, ce qui n'était pas possible ou facile dans le passé. Mais aujourd'hui, il y a ces acquis-là. Les gens se sont battus, nombreux sont morts pour que nous ayons ce temps de parole, de liberté d'opinion, d'expression. Et la lutte doit continuer parce que la démocratie, c'est une lutte permanente. Donc on doit faire le nécessaire pour la maintenir. Vous voyez, même sous d'autres cieux, les gens continuent de poser des actions, marcher pour que les dirigeants reviennent sur le vrai chemin de la démocratie ou du respect des droits des citoyens. Je parle ici des Gilets jaunes en France et partout ailleurs à travers le monde. Il y a des acquis, mais il convient de continuer à faire le nécessaire pour qu'on ne fasse pas régression. Et surtout, il y a certains acteurs qui ont des pratiques rétrogrades, qui pensent que pour mieux servir l'autorité, il faut s'aplatir devant tel, il faut abandonner toute idée de réclamation ou de vouloir avoir un avis contraire par rapport à l'autorité publique. L'autorité est légalement établie et ce sont ces petits flatteurs-là qui invitent souvent ou qui dévient souvent les idéaux de la démocratie, d'où la nécessité que chaque Congolais veille de telle sorte que le système pour lequel nombreux sont morts soit maintenu et c'est cela l'idéal pour lequel chaque Congolais doit s'y mettre pour que nous allions de l'avant sur le tracé. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que nous avons évolué en termes de quantité, c'est-à-dire plusieurs partis politiques, mais la qualité pose encore problème? Oui, la qualité pose encore problème. J'ai toujours été l'un de ceux qui estiment que le multipartisme est trop intégral et mauvais. Parlons de la gouvernance actuelle. Aujourd'hui, l'UDPS, parti qui a son président de la République, ne sait pas appliquer plutôt son projet de société. Lui, c'est un parti socialiste, mais il est aujourd'hui en alliance avec le MLC qui est un parti libéral. Donc, on doit jongler entre différents courants et puis aussi de micro-partis politiques qui viennent tout le temps faire le chantage s'agissant de la répartition des responsabilités ou comme on le dit dans le langage courant, le partage du pouvoir. Aujourd'hui, il vous est impossible de dire c'est quoi la vision que l'UDPS veut impulser avec cette mandature qui vient de se terminer. Pourquoi? Parce que ce grand parti est en alliance avec des micro-partis qui, des fois, ne l'aident pas, parce que ce n'est pas question aussi des cadeaux. D'où, à la veille des élections de 2018, j'avais l'idée, je pensais peut-être qu'avec les grands groupes qui s'étaient formés, on avait le FCC, il y avait Ensemble, la Mouka, il y avait Ensemble qui était dans la Mouka, il y avait de l'autre côté l'UNC. Et puis je me disais peut-être qu'à la sortie, avec les seuils, certains partis se seraient fait éliminer, mais malheureusement, on s'est retrouvé à l'issue des élections avec des micro-partis qui avaient des représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Tous les grands partis, aucun de tous les grands partis n'avait sur sa propre liste plus de 50 députés. C'est impensable que des partis qui se réclament avoir de l'ancrage sur l'ensemble du pays soient incapables de faire 50 députés sur sa propre liste. Je ne dis pas des mosaïques, donc. Par exemple, 50 députés élus sur la liste PPRD, UDPS, UNC, MLC, PALU, il n'y en avait pas. C'est à cause de ce système
D'où, à mon avis, la nécessité de faire en sorte que l'on puisse un peu, si pas renforcer la loi électorale, parce que c'est pour le moment, le présent cycle électoral s'est déjà passé, c'est trop tard, mais dans le futur, on devra faire en sorte que les micro-partis qui viennent tout le temps faire le chantage soient totalement éliminés, qu'on fasse le nécessaire pour qu'il y ait du moins des grands groupes pour permettre aux électeurs de faire le bon choix. On verra, on confie le pouvoir, par exemple, à l'UDPS. On va demander à l'UDPS de rendre de compte au PPRD, au PALU, au MLC, à l'UNC, et on va demander à ce parti-là plutôt de rendre compte à la fin du mandat. Mais quand vous avez environ 700 partis politiques, il y a des alliances contre nature qui se créent. Quand vient le moment du bilan, il est pratiquement impossible. Et on dit que l'autre a bloqué l'autre. Malheureusement, parce qu'aujourd'hui, vous avez d'ailleurs entendu le secrétaire général de l'UDPS dire que le bilan, ça ne sera pas à l'UDPS seul de présenter. Donc nous sommes en alliance avec plusieurs autres partis politiques. Ça crée un problème de lucidité auprès de l'électeur quand vient le moment de faire le choix. Mais s'il y avait par exemple 3, 4 ou 5 grands partis politiques, on a un peu de lucidité, on peut confier le parti à un grand groupe et puis être capable de lui demander des comptes. Mais quand vous avez quelqu'un qui vient avec 3 députés, marchande le poste, vous lui donnez un ministère, mais ça devient une épine dans votre talon. Vous ne pouvez pas le faire partir parce qu'il menace de quitter. Avec ses députés. Et il menacera de quitter le regroupement et au risque plutôt que vous puissiez perdre la majorité parlementaire. D'où la nécessité que l'on puisse revoir. Ce n'est pas pour dire qu'on va revenir à la dictature, mais moi, je milite pour que nous ayons des grands ensembles afin qu'il y ait lisibilité dans la façon de choisir les gens à qui nous confions le pouvoir. Pas des micro-partis qui font des alliances ou des associations qui ne seront là que pour des intérêts individuels. Le deuxième élément, et enfin, s'agissant de la gestion des partis, les partis politiques doivent cesser d'être gérés de façon patrimoniale. C'est impensable que Joseph Kabila, par exemple, qui était président de la République, il a servi d'abord président de son parti, président de la République, et puis il rentre encore gérer son parti. Mais après avoir géré la République, un pays, est-ce qu'on peut encore ambitionner de rentrer gérer un parti? Les partis politiques doivent... C'est anormal. C'est anormal. Il n'y a pas quelqu'un sérieux avec tous les bagages nécessaires pour gérer le PPRD. Je cite le PPRD, mais c'est le cas de la plupart des partis politiques ici en République démocratique du Congo. J'en connais qui sont depuis 20 ans présidents de leur parti politique. Est-ce que c'est normal? C'est parce que même ils créent le parti, ils financent le parti. Malheureusement, il faut changer. Donc, le président fondateur ne doit pas rester président en vie. Malheureusement, nous constatons que c'est lui qui crée le parti, c'est lui qui donne sa maison pour louer le siège du parti, c'est lui le grand financier, ce qui fait que tous les autres, vous ne venez que pour servir. C'est lui qui manipule tout, c'est lui qui donne les listes pour les nominations. Quand vous n'êtes pas nommé, vous claquez la porte, vous partez. S'il y a lieu que l'on prenne conscience dans notre façon de faire la politique pour que nous fassions mieux que ce que nous faisons, sinon on va continuer à tourner à rond. Parce qu'à chaque fois que vous constatez des exclusions, auto-exclusions au sein des partis politiques, parce que les présidents fondateurs, aussi bien le MLC, l'UNC, je ne vois pas un cadre venir contester Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe. C'est aussi la dictature au sein des partis politiques. Hein. Je parle de tous les partis politiques, il n'y a pas de démocratie. Je ne vois pas un cadre, Joly ou qui venir contester Bemba, Mayo venir contester Kamerhe. C'est le cas partout. a contesté Félix. Voilà. C'est le cas partout. Alors que si on peut respecter les statuts, que le président ait un mandat et à la fin de son mandat, qu'il geste la gestion du parti à un autre, qu'on quitte un peu cette gestion patrimoniale des affaires politiques privées pour que nous puissions un peu mieux nous mettre sur l'orbite de la bonne gouvernance. Parce que ce qui se vit dans les partis politiques, c'est ce que nous amenons une fois arrivés aux institutions de la République. Raison pour laquelle vous voyez les gens s'entourer de leurs membres des familles. Ils sont là parce qu'il est président de il est président de son parti, il se met en pole position sur la liste des mandataires, il est nommé ministre, 5 ans, 6 ans, qu'il soit productif ou pas, il reste ministre parce que
représentant le quota de son parti son politique, malheureusement. Voilà, merci Walter. Oui, alors, Joseph Kongolo, la démocratie, ça pose aussi problème lorsqu'on voit, par exemple, au niveau de plusieurs partis politiques, que c'est que Walter a qualifié des petits partis politiques, tous veulent adhérer à la plateforme du gouvernement, si je vais dire ça. Ça démontre aussi qu'il n'y a pas de il y a pas de... La démocratie est loin d'être appliquée en République démocratique du Congo. Non, madame, il faut considérer d'abord que dans quelles circonstances et contexte l'ouverture politique, n'est-ce pas, le multipartisme est entré en République démocratique du Congo. Ce n'était pas de la volonté du porteur du pouvoir dans le temps. Ce n'était pas de la volonté de Mobutu, en fait. La pression. Voilà. Donc, s'il lui avait la volonté de voir un pays démocratique, il aurait, n'est-ce pas, arpenté, c'est-à-dire que confectionner des lois qui aident les Congolais, n'est-ce pas, à entrer dans des structures politiques convenablement. N'est-ce pas? L'erreur est partie de là, parce que c'était pratiquement quelque chose d'arraché. Et c'est lui qui a arraché, il voulait tout de suite libéraliser, laisser à n'importe qui, n'est-ce pas, faire son parti politique. Or, si Mobutu voulait bien que la République démocratique du Congo, après lui, soit une démocratie, eh bien, il y avait moyen de construire des lois, n'est-ce pas, des barrières, de manière à ce que le processus ne puisse pas dérailler. Or, ça n'a pas été le cas. Voyez-vous? Ça, c'est la première chose. En le faisant, à un certain moment, c'était une politique pour faire échouer le processus. Il fallait que les partis naissent, n'est-ce pas, beaucoup pour faire dérailler la même démocratie. C'était une stratégie de tenant du pouvoir. Voyez-vous? Qui n'a pas tenu. Qui n'a pas tenu non plus. Qui n'a pas tenu. Le problème, c'est qu'on n'a pas su, si vous voulez, diriger le mouvement de démocratisation. C'est qu'affaibli Mobutu et vite Kabila est venu. C'était ça. Il y avait une confusion, il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait au juste. Tout le monde pouvait se réveiller le matin, il est dans un parti politique, il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait parler comme il voulait, ainsi de suite, et tout ça. Aucune barrière. Il n'y avait pas de loi qui avait suivi ce processus de démocratisation. C'était une démocratisation sauvage. Tout simplement parce qu'elle a été arrachée, et Mobutu voulait à tout prix remettre, n'est-ce pas, ce processus à zéro. Il voulait le faire dérailler, et avec les efforts centrifuges, n'est-ce pas, ce processus est devenu sauvage. Voyez-vous? C'est ça, les conséquences d'un processus de démocratisation totalement sauvage qui nous a amené à des situations parfois très difficiles à récupérer. Premièrement, conséquences. Est-ce que nous avons créé nos partis en suivant des idéologies? Non. Non. Donc nous savons, il est de gauche, ça c'est dans les statuts, mais en réalité, quand vous voyez le programme, le projet de société qu'il a, ça ne reflète pas la gauche. Il est de droite, c'est sur les statuts, il le déclare. Quand vous voyez le statut, n'est-ce pas? Quand vous voyez le statut, l'idéologie du parti, il n'est pas non plus de droite. Voyez-vous? Donc c'était des notions qu'on a escamotées, alors que c'était des notions de base qu'il fallait considérer. Voyez-vous? Est-ce qu'il y a eu une force, une loi quelque part qui a poussé les gens à respecter ces conditions-là pour qu'il y ait des partis politiques? Non, il n'y avait pas. Il n'y en avait pas non plus. Donc, on n'a pas accompagné le processus de démocratisation par des lois qui conviennent pour ramener le pays à une démocratisation très équilibrée. Non, ce n'était pas du tout le cas. Voyez-vous? Donc là, c'est un sérieux problème. Par contre, ceux qui étaient plus éclairés, comme l'UDPS, par exemple, qui était la social-démocratie, je ne sais pas. Nous pouvons discuter. Madame, je le dis, on peut discuter. Aujourd'hui, quand on voit le programme de l'UDPS, disons l'action gouvernementale de l'UDPS, je parle de l'action gouvernementale de l'UDPS, eh bien, si nous voyons le couloir dans lequel se trouve filé suffisamment de l'argent, c'est pratiquement ce que nous appelons la social-démocratie. Ça, c'est moi qui le dis, on peut discuter avec les autres. Voilà. Et je peux donner mes arguments à cette occasion. Je peux donner mes arguments parce que je sais que le gros, n'est-ce pas, du surplus d'argent est entré, si ce n'est pas dans les salaires, c'est dans les hôpitaux, si ce n'est pas dans les hôpitaux, c'est dans l'école, et tout ça, c'est ce qui constitue la sociale. L'aspect social. Mais la matérialisation. Hein. Mais justement, non, attention, madame, nous ne disons pas qu'il est arrivé au bout, qu'il a fait au maximum, mais au moins les signes qui présentent que nous sommes vraiment dans la social-démocratie. Ça, ce sont mes arguments, on peut toujours en discuter. Deuxièmement, madame, deuxième élément très important dans ce processus, c'est la conception culturelle du politique. Dans nos cultures, qu'est-ce que la politique? La politique est calquée sur le modèle du pouvoir traditionnel. C'est ça. Pour nous, faire la politique, c'est être comme un chef coutumier. C'est cette conception culturelle du politique qui domine la conception politique du Congolais. Ce qui fait que, d'ailleurs Walter vient de le dire avec beaucoup de détails d'ailleurs, quand on est chef, on fait tout, parce que c'est ça le chef. Le chef coutumier, lui, c'est lui qui est censé avoir beaucoup d'argent, plus de puissance,
tout. Quand vous avez faim, vous allez chez le chef. C'est lui qui a tout. Voyez-vous? C'est lui qui a tout. Et c'est ce qui s'est fait effectivement aujourd'hui. Donc cette conception culturelle du politique n'a pas été corrigée. N'a pas été corrigée dans l'entretemps. Donc ce sont des rois qui sont des représentants des partis politiques ou les chefs, les créateurs des partis politiques sont des rois. Et à un certain moment, les gens font des courbettes devant eux, alors que ce sont des gens qui amènent leur argent, madame. Ils amènent leur argent pour contribuer au fonctionnement du parti, même si c'est minime. Mais au moins le principe, c'est celui-là. C'est le chef du parti. Au moins le principe, c'est celui-là. Voyez-vous? Donc il y a beaucoup d'erreurs. On n'a pas encadré, n'est-ce pas, le mouvement de démocratisation et les conséquences, n'est-ce pas, de ce mouvement qui est devenu sauvage, tout simplement. Ce sont les conséquences que nous avons aujourd'hui, que nous réclamons. Nous avons 800 partis politiques, ainsi de suite. Ils ne savent pas s'aligner dans le couloir idéologique connu, fort malheureusement. Et aujourd'hui, vous voyez que tout le monde veut être chef là où il est. Parce que nous savons que nous, dans notre conception culturelle du pouvoir, c'est être chef. Et le chef, c'est le chef coutumier qui a tout pouvoir, qui a beaucoup d'argent, qui a tout, et c'est lui qui distribue à ceux qui en manquent. Malheureusement, ce sont des choses qu'il faudra aussi corriger. Et c'est possible de corriger? Oui, c'est possible, madame. C'est possible de corriger. Nous avions vu des grandes dictatures. Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple avant de terminer. L'Europe, toutes ces civilisations ont été construites par des dictatures. C'était des dictatures. Ce sont de royaumes, c'était des royaumes, c'était des dictateurs, des grands dictateurs, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France, partout là-bas, c'était des grands dictateurs, des royaumes qui ont construit, et dans les royaumes, ce sont des dictatures. Voyez-vous? Et comment ces États, comment ces nations ont changé, ont émigré de la dictature, des royautés, n'est-ce pas? Et tout ça, aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie. Donc, c'est possible, Non, sauf des pays qu'il faut compter avec le développés, temps. on ne peut pas comparer avec la RDC qui a d'autres problèmes. Madame, des pays développés, c'est pays. parce que nous les avons trouvés développés. Mais avant qu'ils soient développés, je vous le dis sincèrement, que c'est dans la dictature, dans des royaumes, que ces États ont été construits. N'est-ce pas? Et qu'ils ont pisé dans les valeurs religieuses, ce qui constitue aujourd'hui les valeurs démocratiques. Ce sont des révolutions successives qu'ils ont eu à faire pour évoluer et arriver à des démocraties que nous avons aujourd'hui. Alors là où est Étienne Tshisekedi, le feu, d'ailleurs, qui a son âme, dans sa tombe, est-ce qu'il est en train pas de se retourner son combat qu'il a milité pour l'instauration des démocraties, même Mobutu, dans sa tombe, est-ce qu'ils ne sont pas là en train de se retourner et regretter ce qu'ils ont eu à faire parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de changement? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je viens d'évoquer ici que le mouvement n'avait pas été encadré. Or, l'UDPS avait aussi la possibilité d'encadrer ce mouvement, tout en étant dans l'opposition, parce que c'est le parti qui était un peu plus éclairé. Quand vous voyez le processus de l'UDPS, prenez la lettre de 52 pages, vous voyez, il y avait une méthodologie de travail, mais ils pouvaient aussi encadrer. Ils ne l'ont pas fait. Donc, Mobutu, n'en parlons même pas. Parce que pour lui, c'est après moi, c'est le déluge. S'il retrouve la République démocratique du Congo dans ses frontières de 60, je crois qu'il doit s'étonner. Parce qu'en fait, lui a préparé pour qu'après lui, qu'il y ait le déluge. Et il n'y a pas de déluge. Effectivement, il n'y a pas le déluge à l'extrême. C'est vrai qu'il y a Il y a quand même le déluge. Oui, bon, dans ce sens-là. Voilà. Alors, Walter Kouy, la démocratie, c'est aussi la liberté d'expression. Hein. Je disais dans le sommaire la sortie médiatique du frère de l'ancien président qui critique les pouvoirs, l'actuel régime. Il justifie le manque de décollage de la RDC par l'inconscience, l'insouciance des dirigeants, l'ignorance des leaders inconscients et inconstants par la survie de notre nation. Voilà un peu. Oui, pour revenir un peu, pour compléter M. Joseph Kongolo, il a raison de dire que on n'a pas encadré le processus de démocratisation parce qu'il y avait possibilité de proposer par exemple le multipartisme à 3, 4 ou même 5, comme je le dis toujours. Ça créerait une lisibilité dans la façon de faire le choix. Mais ce multipartisme intégral n'a profité qu'aux dictateurs. Et ça permettait à Mobutu de débaucher, de prendre les dissidents, de tirer profit en affaiblissant les partis rivaux. Malheureusement, cela n'a pas fait avancer la société. Rappelons-nous, dans un passé récent, on a vu les mêmes pratiques dédoubler les partis d'opposition, à débaucher les cadres dans les partis de l'opposition. Ça crée des confusions au sein des partis politiques, de telle sorte que quelqu'un peut aujourd'hui être libéral, le lendemain, de telle sorte que quelqu'un peut être aujourd'hui libéral, le lendemain, il devient socialiste, ce qui est impensable sous d'autres cieux.
ça doit être enseigné même au niveau de l'école, que chacun ait ses convictions. Est-ce que j'adhère aux idéaux de la social-démocratie ou je suis pour les libéraux? C'est comme ça, mais ce n'est pas le camp République démocratique du Congo. Chacun peut changer de camp autant de fois. Personne ne va rendre compte. Il parle de... il y a un terme générique qu'il prononce souvent. Ils disent que la politique est dynamique. Non, moi, c'est pas ça le dynamisme en politique. Parce que la politique, en réalité, au départ, c'est l'apostolat. On ne vient pas pour s'enrichir, on vient pour être au service des autres. Mais pour répondre à votre question, effectivement, au nom de la liberté d'opinion et d'expression, Zoé a raison de parler, de critiquer l'action des gouvernants actuels. Mais si je regarde bien le tableau, le répertoire de l'Union sacrée, je me rends compte que à 70%, ce sont les mêmes qui ont servi le régime, l'ancien régime avec Zoé Kabila. En ce moment-là, c'était des bons et aujourd'hui, ils deviennent mauvais. Il faut moraliser la vie politique en République démocratique du Congo, pas seulement condamner parce qu'on se retrouve dans une situation d'opposition. Non, quand vous critiquez, la critique doit être constructive, pas une critique juste pour, en quelque sorte, amuser la galerie ou faire valoir ou en quelque sorte contribuer à tirer vers le bas le régime ou le parti politique au pouvoir. Oui, l'opposition, PPRD et autres, ont toute la liberté, toute la latitude de critiquer, mais l'idéal est que la critique soit positive. Ceux qui l'ont critiqué hier, avant-hier, ce sont d'autres qui les critiquaient. Mais je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge parce qu'on continue de faire du nouveau avec du vieux. Malheureusement, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Rappelez-vous, sur ce même plateau, je disais, quand le président de la République a commencé avec les consultations présidentielles, je disais que dès le début, il faut que l'on puisse avoir des bornes pour que demain ou le lendemain, qu'on ne constate pas qu'il y a encore du désordre au sein de la famille politique du président de la République ou au sein du groupe qui sera au pouvoir. Parce que tout le monde, ou du moins ceux qui venaient pour les consultations au Palais de la Nation, disaient que nous venons répondre à l'appel du chef de l'État, nous ne venons pas pour les postes. Mais rappelez-vous, quand l'informateur a été nommé ou quand Sam a été nommé, on a pris plusieurs mois. Pourquoi? Parce que les gens étaient en train de marchander les postes. Raison pour laquelle j'ai souvent dit qu'il faut se rappeler ce que Joseph Kabila avait dit. Il n'avait jamais réussi à changer le Zaïrois. C'est ça le premier chantier. Aussi longtemps que nous n'allons pas moraliser notre vie publique, aussi longtemps que le lead, donc le président de la République, ne va pas fixer les bords, ne va pas marquer le chemin sur lequel ceux qui veulent travailler avec lui doivent marcher, on reviendra sur le même pratique. Malheureusement, nous n'allons pas avancer parce que c'est le premier chantier, c'est la première richesse. Aujourd'hui, si Israël est ce qu'il est, c'est parce qu'on a utilisé les ressources humaines. Ce sont les ressources humaines qui sont les premières richesses, qui créent d'autres richesses. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous. Je crois que dans les jours qui suivent, dans les années qui suivent, on fera la politique autrement en faisant les choix des gens qui ont la conviction, des gens qui sont là au service de la société et pas au service de leur ventre, comme on le constate souvent. Merci Walter Kuy, je crois qu'on a arrangé votre micro là. Alors Joseph Kongolo, vous réagissez également à ces tweets de Zoé Kabila? Bon, d'abord c'est politiquement correct que quelqu'un qui est dans l'opposition, je ne sais pas pour ce mandat s'il était dans l'opposition, il était au pouvoir, c'est toujours de la confusion sur le plan historique. Demain, après-demain, quand nos enfants vont nous poser des questions, qu'est-ce que nous allons leur dire? Parce qu'il a fait 2 ans de mandat avec le président Félix. Rappelez-vous, effectivement. Et quand il est évincé du pouvoir, donc le régime devient mauvais. Moi, j'aimerais avoir, c'est vrai, d'abord, les raisons qu'il a évoquées ne sont pas toujours, ce sont des raisons valables. Ce sont des raisons valables. Mais ces raisons, il les a trouvées. Walter l'a dit, je l'avais noté ici, c'est que le prédécesseur qui a fait 18 ans au pouvoir n'a pas su transformer l'homme politique congolais. Il n'a pas su le façonner. 18 ans. Il n'a pas su façonner l'homme politique congolais. Donc il n'a pas de raison de se lamenter de ces choses. En réalité, c'est ça. Parce qu'eux ont dirigé 18 ans durant.
pendant 18 ans, on n'avait pas su formater, n'est-ce pas, une image d'un homme politique congolais. On n'avait pas su. Alors il ne faut pas que, tout de suite, on commence à se lamenter des mêmes faits. Je crois que ça ne pouvait pas venir de lui. Ça ne pouvait pas venir de lui, bien que les raisons qu'il a évoquées sont des raisons valables, mais dire que l'homme congolais ceci et cela et tout ça et ça, non, on ne doit pas dire ça. Il a toujours été comme ça. C'est leur régime qui n'a pas su transformer, formater pratiquement le nouvel homme politique. L'actuel a transformé. Non, même lui n'a pas su. Il n'a pas encore fait, parce qu'effectivement, il est encore en cours de mandat, il a 4 ans, il n'a pas encore fait ça, effectivement. Mais il doit. Nous voulons rappeler ça ici, que l'un des objectifs, n'est-ce pas, d'un leadership éclairé, c'est de se faire créer, de naître dans l'autre. Ça veut dire transmettre des valeurs, de nouvelles valeurs, dans l'autre. Cette capacité-là de transformation de l'autre, c'est aussi une qualité, n'est-ce pas, de leadership. Donc nous demandons à ceux qui portent le pouvoir aujourd'hui de développer des valeurs, n'est-ce pas, et qui doivent être capables d'intérioriser aux autres. À ce moment-là, il aura marqué ou griffé, si vous voulez, le temps qui passe au pouvoir. Et ça, c'est très important. C'est vrai, il faut construire des immeubles, il faut faire des immeubles, tout ça, ainsi de suite. Mais au-delà de cela, il faut créer la marque. Madame, nous avons des exemples frais. Vous savez, Étienne Tshisekedi, c'est un homme, comme tous les autres. Mais moi, j'ai eu la chance d'aller à l'intérieur du pays. Vous trouvez des Étienne qui existent à l'intérieur. Vous trouvez des Étienne Tshisekedi qui existent à l'intérieur. C'est dans ce pays. Comment ça? Et il n'y a pas 20 ans. Non, dans sa manière de parler, vous sentez qu'il a reçu quelque chose d'un leader. Vous me suivez? Vous sentez qu'il a reçu quelque chose d'un leader qui a existé en République démocratique du Congo. Et ça, c'est très important pour le leadership politique. Très important pour le leadership politique. Et nous le recommandons à ceux qui font la politique aujourd'hui, qui ne peuvent pas passer 5 ans dans un ministère, passer 5, 10 ans au pouvoir, sans griffer la nation, sans laisser des traces, n'est-ce pas, d'une bonne valeur dans la population sur laquelle il a exercé l'autorité, dans le personnel sur lequel, n'est-ce pas, il a exercé l'autorité. Non, c'est un passage à vide. C'est un passage à vide. Donc ce que nous demandons, c'est que le président de la République, aujourd'hui, il peut encadrer la transformation de l'homme politique en créant des lois. Des lois d'abord. Ça, c'est l'instrument numéro 1. Il faut créer des lois. Hein? Oui. Créer des lois, ce sont des contraintes, n'est-ce pas? Il faut créer des lois. Et en plus de ça, il faut faire en sorte que la population, elle, n'est-ce pas, soit aussi aguerrie de manière à huer, donc des sanctions sociales, sur celui qui ne fait pas ce qui doit être fait. Il faut huer. Il faut désapprouver quelqu'un. Tout ça, ce sont des valeurs qu'il faut intérioriser dans la population et dans les masses, les personnes sur lesquelles on exerce l'autorité. Voilà, alors nous prenons le dernier sujet, nous tournons déjà vers la fin avec le terme couille. C'est les propos du commandant de la force régionale qui était en conférence de presse à Goma, je crois que c'était le week-end. Il s'est dit prêt à payer de sa vie pour que la paix revienne en République démocratique du Congo en cas de nécessité. S'il faut mourir pour la paix, pour que la paix revienne en RDC, s'il faut verser de mon sang et celui de mon adjoint Emmanuel Kaputa, je suis prêt à me sacrifier, a déclaré le général Jeff Niaga. Est-ce que faudrait-il croire à ce propos, un étranger, pour quel intérêt il va même accepter de se sacrifier pour la République démocratique du Congo? C'est faux, c'est un menteur. C'est un vrai menteur parce que qu'ils ne prennent pas des Congolais pour des idiots. Dans un passé récent, il disait qu'il n'avait pas pour mission de venir se battre pour les Congolais. Il avait dit, et nous avons les images, on peut les lui retourner. Il ne doit pas s'amuser des Congolais de cette façon-là, et moi, je responsabilise chaque jour qui passe nos forces armées, que à chaque fois que le M23 se désengage d'un espace, il faut que le FRDC le récupère, qu'on ne laisse pas trop les forces de l'EAC rester longtemps sur les territoires libérés ou laissés par le M23, parce que, d'ailleurs surprenant, vous avez vu que ces gens-là sont venus avec des engins, des pelleteuses, je ne sais pas, ils viennent pour construire des routes ou c'est pour aller directement exploiter dans les mines. Donc on doit être un peu plus regardant pour que cette mission ne fasse plus 20 ans comme on l'a vécu avec la MONUSCO. Ce général-là, on le sait, ne va pas engager ses troupes pour se battre contre le M23 ou aux côtés des FRDC contre le M23.
C'est à nous de nous responsabiliser plutôt et non pas nous leurrer en pensant que les Kenyans, les Ougandais ou les Burundais viendront se battre à notre place. Non, ça, il faut totalement l'oublier. C'est à nous de remettre de l'ordre dans nos rangs, au sein de nos troupes, redynamiser les troupes, leur donner les moyens, l'équipement nécessaire pour qu'ils aillent faire le job pour lequel ils ont prêté serment sous le drapeau. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Il ne faut jamais attendre la paix. Alors, quand vous dites directement c'est faux, alors qu'est-ce qui se cacherait derrière ces propos? Ces propos sont liés aux réactions et manifestations des populations sur l'ensemble de toutes ces zones. La population est en train de dire et dénoncer tout le temps que le M23 fait diversion, qu'il réoccupe d'autres parties du territoire national. Alors c'est face à cette montée de la colère de la population que ce monsieur-là a fait cette déclaration. C'est pas pour calmer la population, ce n'était pas qu'il a reçu la mission. Rappelez-vous aussi, dans un passé récent, ils ont clairement dit qu'il n'avait pas un mandat offensif. Comment va-t-il verser son sang s'il n'a pas un mandat offensif? Parce que pour verser son sang, on suppose qu'il est sur le champ de guerre. Or, ce n'est pas le cas. Ils ont dit qu'ils sont là pour constituer une interposition et pas pour faire la guerre contre le M23. Voilà, alors Joseph Kongolo, nous allons terminer avec vous. Est-ce que vous croyez à ces propos du général Jeff Nyaga de la force régionale? Oui et non. Oui, pourquoi? Non, parce que je crois que Walter a suffisamment parlé là-dessus. Mais oui, dans le sens que lui qui est dans le secret de cette réalité de la guerre à l'Est, peut-être qu'il a déjà vu que Kagame arrivant déjà à la fin, n'est-ce pas, de sa stratégie, ayant déjà vu que, en fin de compte, on finira par évacuer tous les membres du M23, pratiquement. Ils doivent exécuter le plan de Lusaka. Peut-être, j'ai dit bien. Il voit déjà l'avenir. Il voit déjà l'avenir. Ça veut dire qu'en voyant déjà, lui qui est dans le secret, je disais, en voyant déjà que Kagame ne constitue plus une résistance pour libérer, n'est-ce pas, ou respecter, si vous voulez bien, les accords de Lusaka, alors il s'est dit, oh voilà, moi je peux, il se permet de faire ces déclarations en nous prenant pour des ignorants. Ça veut dire que nous ne savons pas que la guerre prendra fin un jour. Au moins cette bataille. Je parle de cette bataille, n'est-ce pas? Donc, voyant déjà que, en fin de compte, il n'y a plus de raison, n'est-ce pas, que le M23 reste et qu'on doit respecter, parce que la communauté internationale est derrière, n'est-ce pas, les accords de Lusaka, les accords de l'Angola. Luanda. Pardon, oui, de Luanda. Donc, absolument, résistance ou pas, le M23 est obligé de respecter, n'est-ce pas, ces accords-là. Comprenez? Alors, lui, le sachant déjà, il anticipe tout simplement en faisant ces déclarations, comme pour convaincre les Congolais qu'il est venu, n'est-ce pas, pour la paix, ainsi de suite et tout ça. C'est comme ça que je pense. Je crois que, voyant déjà, lui qui est dans le secret, voyant déjà ce qui va venir demain, il essaye de faire ça pour s'attirer un peu, juste, l'affection des Congolais. Deuxièmement, bon, non, parce que, vous savez, quand quelqu'un vient comme ça, ils ont tergiversé plusieurs fois, leurs chefs et eux-mêmes ont déclaré qu'ils étaient venus, qu'ils n'étaient pas venus pour tuer, pour faire la guerre. Donc on voit très mal comment ces déclarations peuvent avoir sa place, n'est-ce pas, dans cette appréhension. Donc ce que je comprends, c'est que, et ça c'est ma conviction, c'est que cet épisode d'M23 et de Kagame et tout ça est arrivé à la fin. Et Kagame est en train de préparer tout simplement un nouvel épisode avec cette histoire des terres, ainsi de suite. Donc cet épisode prenant fin, il anticipe tout simplement pour nous dire qu'il va perdre toute sa vie pour que la paix revienne au Congo. Mais en réalité, la paix est déjà là. C'est pas qu'il fait des yeux doux aux Congolais. Oui, effectivement, il fait ces yeux doux-là, mais sachant déjà ce qui va venir demain. Mais ce n'est qu'une bataille, parce que avoir le Kagame et sa bande, c'est une bataille. C'est-à-dire que demain, ils vont encore trouver d'autres raisons, ou ils l'ont déjà trouvé, si vous voulez, avec cette histoire de terre, pour relancer la même guerre, sous un autre format. Mais au moins pour cette bataille, apparemment, nous sommes à la fin, même s'ils traînent encore à libérer les terrains, ils finiront par le faire. Peut-être cette anticipation, il a parlé de tout ce processus de séduction. Voilà, chose qui est finie. Merci Walter Pouy, merci Joseph Kongolo, merci à vous fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque, merci à l'équipe technique, merci au superviseur, le coach Doudou Montiri, l'homme de Mongafula. Nous nous retrouvons demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.